Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Nous entrissons au grand de l'église, mais nos pauvres gars, nous n'avons pas de chemise. C'est nous les réclamer, nous sommes connus. Bonjour, nous sommes le lundi 1er décembre dans la mairie de Lannoy et nous souhaitons les bonnes fêtes à toutes les Florences. Mais je crois qu'il n'y en a pas ici, donc c'est dommage. C'est la Saint-Florence. Nous allons faire la dernière séance en 2 vidéos sur la monarchie de Juillet, la période qui va aller grosso modo de 1839 à 1848, et on va voir comment la monarchie de Juillet va chuter pour ensuite aller sur la Deuxième République. Pour l'instant, nous sommes en 1839, et comme Louis-Philippe ne trouve pas de majorité satisfaisante parce qu'il veut gouverner au centre, il y a 2 fortes personnalités qui s'affrontent au niveau du Parlement. C'est Thiers qui représente théoriquement les libéraux et donc plutôt la gauche quand il est dans l'opposition, et Guizot qui représente le parti de la résistance, c'est-à-dire plutôt la droite. Alors, les dernières élections du 2 mars 1839 ne tranchent rien. On se souvient que celle de 37 déjà avait donné une majorité à 51-49 entre l'opposition et la majorité. La nouvelle élection de 1839, vous voyez, répartit les sièges de cette façon. Les orléanistes conservateurs du parti de la résistance sont à 39%. Ici, l'opposition dynastique, c'est-à-dire une opposition au sein de la monarchie de Juillet, pas une opposition qui veut un renversement du régime, c'est-à-dire les partisans de Thiers sont à 36,5%, et ça reste les 2 partis qui se disputent un peu le pouvoir et qui se critiquent mutuellement sans aboutir sur des synthèses positives. À côté, nous avons les républicains et les légitimistes qui pareil, 10% chacun, ils n'ont pas voix au chapitre, et puis des divers et indépendants, je ne sais pas très bien ce qu'ils représentent ici, mais ils ne sont que 5%. Donc les nouvelles élections de mars 1839 ne résolvent rien, et Louis-Philippe est à nouveau obligé de consulter, c'est-à-dire d'interroger les députés qui seraient volontaires pour être Premier ministre. Alors quand on en est là, ça veut dire que le régime va mal. On l'a eu certains, je sais pas, non, on s'en souvient pas parce que tout le monde est trop jeune ici, mais sous la 4e République, c'est ce qui s'est passé avant l'arrivée du général de Gaulle en 1958. René Coty ne trouvait pas de président du Conseil, c'est-à-dire de Premier ministre. Il passait son temps à consulter pour qui voulait bien être président du Conseil. Là, on a déjà une situation qui ressemble à ça, un siècle avant. Le pouvoir est vacillant, on sent bien que ça ne fonctionne pas. Ça va donner aux républicains ici l'envie de faire parler d'eux à nouveau, parce que les républicains existent toujours, ils ont été muselés par les lois contre la presse, etc. Et ils vont tenter un coup de force ici pour revenir au pouvoir. On va voir que ce coup de force, en fait, va être surtout l'œuvre de Louis-Auguste Blanqui, dont nous allons faire connaissance aujourd'hui, et qui va essayer par une émeute républicaine dans les rues de Paris, de renverser la monarchie de Juillet. Alors, je vais présenter Louis-Auguste Blanqui. Il a créé la Société des Saisons après que la gauche républicaine avait créé la Société des droits de l'homme. Ça avait été dissous en 1934 ici. Et donc la Société des Saisons est une nouvelle association républicaine qui reprend à peu près les mêmes objectifs. Mais Blanqui étant lui-même un personnage extrêmement autoritaire, son organisation, la Société des Saisons, a une organisation militaire. C'est-à-dire que ça ne rigole pas, on ne vote pas, il n'y a pas d'assemblée générale, c'est Blanqui qui décide. Bon, c'est un pouvoir qui est très centralisé, très autoritaire. À Paris, cette association compte 1000 à 1200 affiliés qui sont des membres républicains favorables au coup de force, c'est-à-dire que ce sont des militants prêts à en découdre, voilà, dans les rues de Paris.
Et alors, l'insurrection républicaine va éclater dans la nuit du 11 au 12 mai 1839. C'est une initiative de Blanqui. Il a mobilisé 900 militants solides qui sont chargés de prendre possession des lieux stratégiques à Paris, en pensant que le peuple va réagir. Mais dans la nuit du 11 au 12 mai 1839, le peuple ne réagit pas. Le peuple de Paris est fatigué. Il y a eu de nombreuses répressions qu'on a vues dans les années précédentes, après les deux révoltes des Canuts, etc. Donc cette fois-ci, ça ne réagit pas. Et donc, faute d'impact populaire, bien entendu, l'armée et la garde nationale vont prendre le dessus. Elles vont intervenir et les généraux, qui sont violents, les généraux de l'époque, tirent volontiers sur la foule. Il n'y a pas de... À l'époque, il fallait faire attention dans les manifs, parce que on pouvait prendre des balles, il y avait beaucoup de morts. Les combats de rue sont violents mais circonscrits, et le soir du 12 mai, tout est terminé. Les insurgés sont arrêtés par centaines la semaine qui suit, du 13 au 20 mai, et l'instruction et les interrogatoires vont déboucher sur un procès, le procès de 79 prévenus ici, qui va s'ouvrir à Paris, au Palais du Luxembourg. C'est la Chambre des Pairs, c'est l'actuelle Chambre du Sénat, qui sert de tribunal, et c'est là que les prévenus comparaissent. Les deux accusés les plus célèbres sont Blanqui et Barbès, dont nous allons voir maintenant rapidement la biographie. Ils vont devenir des mythes républicains vivants, c'est-à-dire que ce sont des personnages en forte personnalité, une grande culture, un gros engagement. Ça plaît au public républicain, mais ces deux personnages, en fait, vont s'affronter entre eux, en public. Ils ne sont pas d'accord. Je dirais qu'ils préfigurent, j'anticipe beaucoup, ils préfigurent le destin de la gauche française pendant 2 siècles, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'affrontements internes que d'affrontements unitaires finalement, si je peux, voilà. Blanqui et Barbès, les deux premiers leaders, s'accusent mutuellement de fautes politiques. Au moment du procès, le procès va avoir lieu en juin et janvier 1840. Ces deux hommes, en comparaissant, ne s'adressent déjà plus la parole. Donc ils comparaissent ensemble, ils ne s'adressent plus la parole. On garde l'image que Blanqui aura été le cerveau et Barbès le cœur de l'insurrection, mais ils sont fâchés. Tous les deux prendront comme peine une détention à vie. Blanqui, détention perpétuelle, et Barbès, condamnation à mort. Là, je ne sais pas pourquoi, parce que de toute évidence, c'était Blanqui le plus dangereux, le plus radical. Barbès est condamné à mort, mais sa peine va être commuée en prison à perpétuité, parce que les condamnations à mort après la Révolution française, on hésite. On en a tellement guillotiné en 1794 qu'elles sont maintenant pratiquement tout le temps commuées en peine à perpétuité. C'est l'occasion, cette insurrection. L'insurrection en elle-même n'est pas très intéressante, mais elle nous permet de faire connaissance des premiers grands personnages qui vont illustrer la gauche française. Alors parmi ces personnages, il y en a deux ici, les deux premiers. Ça c'est Saint-Simon en 2 photos, mais c'est le même personnage, et Fourier. Ceux-là n'ont rien à voir avec l'insurrection républicaine dont je viens de parler. Et les deux suivants dont nous allons faire connaissance, c'est Blanqui, ici, jeune et vieux, et Barbès, ici, qui eux sont les acteurs de cette insurrection. En fait, ils illustrent, comme je viens de le dire, l'histoire de la gauche française, mais au XIXe siècle, c'est-à-dire après l'abolition de l'Ancien Régime, parce qu'on pourrait remonter plus loin. On pourrait dire la gauche française commence avec Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, c'était encore l'Ancien Régime, il était royaliste et déiste. Alors philosophiquement, c'est tout à fait vrai que Rousseau a établi les bases de la pensée de gauche, d'ailleurs beaucoup m'ont s'en inspiré, mais politiquement, il est intéressant de comparer les personnages à partir du XIXe siècle. On est dans une problématique beaucoup plus contemporaine, et on voit qu'il va y avoir une gauche radicale et une gauche réformiste, dès le départ, qui vont effectivement pratiquement s'opposer, se différencier et s'opposer, et que leur différence, comme ce sont des gens qui sont très imprégnés par leur idéal, d'autres personnages qui sont dans le même camp qu'eux, mais qui ne pensent pas exactement la même chose, vont vite devenir des adversaires. C'est le problème des idéalistes, c'est que ils tolèrent difficilement les différences. On commence par Saint-Simon. Le comte de Saint-Simon, il est surtout remarquable par l'influence qu'il a laissée après lui.
Lui-même, c'est un ancien, le comte de Saint-Simon. Il est né en 1660, donc avant la Révolution. Pendant la Révolution, on n'en parle pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait pendant la Révolution. Il n'apparaît nulle part. Ni parmi les Jacobins, ni parmi les Girondins, ni parmi les Montagnards, etc. Et il meurt en 1825, un an après Louis XVIII, pendant la Restauration. Il laisse une œuvre importante derrière lui. Ses successeurs vont être des Saint-Simoniens avec une influence importante, mais lui-même, de son vivant, n'a pas été un activiste. Alors Saint-Simon, ce qui le caractérise, il est pour moi dans la filiation proche de Montesquieu. Montesquieu disait qu'il fallait que le doux commerce des hommes remplace la guerre. C'était l'idée que le capitalisme développé à l'échelle planétaire allait pacifier les peuples plutôt que créer la guerre. Saint-Simon a foi dans le progrès et l'industrie. Ce sont des progressistes et de ce point de vue, on peut aussi considérer qu'il est l'un des descendants de Condorcet, qui était un des premiers grands progressistes dans la philosophie française. Progressiste au sens noble, c'est-à-dire la science, la technique, le développement, les connaissances vont forcément améliorer, ce qui est vrai fondamentalement, ne serait-ce que dans le domaine de la médecine, par exemple. Il est évident que le progrès des connaissances a amélioré le sort de l'humanité. Mais eux, ils ont cette vision à l'échelle plus large, y compris économique. Alors, Saint-Simon considère qu'il y a deux catégories de gens utiles, les producteurs et les savants, c'est-à-dire ceux qui font avancer les connaissances ou qui fabriquent des richesses. Donc, il est très concret. On dit que c'est le dernier des gentilshommes et le premier des socialistes, Saint-Simon. Lui-même n'a pas utilisé le mot socialiste, il se considère comme partisan d'un nouveau christianisme. Vous voyez, il a écrit le nouveau christianisme en 1825, c'est-à-dire pratiquement avant de mourir, et il est plutôt dans une croyance qui s'apparente au christianisme, avec une forte confiance dans le progrès industriel et technique. Saint-Simon croit à la réconciliation harmonieuse entre le capital et le travail. Il est donc tout à fait l'opposé de Karl Marx, qui lui va théoriser la lutte des classes. Vous voyez ? De ce point de vue, on peut dire qu'il s'oppose. Le socialisme de Saint-Simon est pacifique et industriel. Il ne va pas imaginer un affrontement radical entre ouvriers et bourgeois, mais plutôt une coopération dans un cadre moral. Donc on est vraiment dans l'utopie à ce niveau. Et le personnage qui a le plus fait avancer les idées de Saint-Simon, c'était son secrétaire, qui s'appelle Auguste Comte, qui lui est postérieur, mais pas beaucoup. Auguste Comte, né pendant le Directoire et meurt en 1857. Et Auguste Comte a créé le positivisme, c'est-à-dire la philosophie qui considère que la vérité est ce qui peut se vérifier par l'expérience. On reparlera d'Auguste Comte un peu plus tard, mais c'est le grand, le grand héritier de Saint-Simon au niveau philosophique. On résume leur idée, c'est la foi dans le progrès industriel. Mais on peut imaginer qu'au XIXe siècle, au début du XIXe, il y avait tellement de perspectives de progrès scientifique et technique qu'effectivement, il était tout à fait légitime de croire que cette avancée des connaissances humaines allait amener à terme un bonheur de l'humanité. Je pense qu'on aurait pensé la même chose à leur époque. Ici, vous avez deux portraits de Saint-Simon qui sont différents l'un de l'autre, mais j'ai mis les deux parce que c'est difficile de s'y retrouver, parce que les portraits ne se ressemblent pas entre eux, donc là, voilà, vous avez deux aspects du personnage. Ensuite, il y a eu Charles Fourier. Alors, il y a peu de choses à voir entre les deux. Charles Fourier est aussi, se réclame d'un socialisme utopique. Charles Fourier conçoit, alors, c'est plutôt un expérimentateur. Il a voulu expérimenter ce qu'une communauté humaine pourrait faire si on la mettait dans des conditions idéales de vie. Il a créé ce qu'on a appelé le phalanstère, alors c'est le familistère, c'est-à-dire une communauté. Il a estimé qu'il fallait 1600 individus pour représenter un groupe humain à peu près à la fois dans la diversité et dans l'homogénéité. Il fallait une combinaison des deux. Et qui étaient eux-mêmes regroupés en 400 familles, c'est-à-dire que grosso modo, la famille, c'était un couple et deux enfants, quoi.
4 fois 4, 16, ça faisait à peu près 1600 personnes, 400 hectares de terrain d'exploitation et une organisation du travail qui permettent d'imaginer une société joyeuse. Fourier est partisan de la joie de vivre, de la joie de l'être ensemble. Hein. Je reviendrai tout à l'heure au sujet de Jung à cette comparaison. Il est pour une répartition équitable du travail, du capital, du talent. Il n'y a pas de raison. Si on rémunère les gens en fonction de ce qu'ils font, si on les éduque, si on leur permet d'exprimer leur talent, la société va être joyeuse. Elle va bien vivre cette organisation sociale. Donc, il est partisan d'un épanouissement individuel, mais par la collectivité. On ne va pas tomber dans l'individualisme forcené. On est un individu, je dirais, épanoui dans une collectivité adaptée. C'est utopique, mais c'est sympathique. Hein. Il n'y a pas de raison de critiquer ce point de vue. Alors, j'ai pas d'exemple précis, mais on dit que la plupart des tentatives de phalanstères ont échoué. Aujourd'hui, on a les kibboutz en Israël qui se rapprochent beaucoup de l'organisation des phalanstères. Et après Fourier, on a eu Proudhon qui, en théorisant l'association et la coopérative dans le cadre du travail ouvrier, était assez proche des idées de Fourier au niveau de l'organisation du travail ouvrier. Et aujourd'hui, on a les SCOP, les sociétés de coopératives ouvrières, qui sont des types de sociétés où le travailleur est actionnaire et qui peuvent s'apparenter aussi. C'est un peu la même philosophie. Voilà. C'est le partage du travail et des responsabilités. Voilà, les kolkhozes, c'est ça. Alors, quand j'ai dit alors les kolkhozes, c'était soviétique. Ouais, voilà, oui. On parlera des kolkhozes quand on fera la révolution russe. Alors, je voulais aussi rapprocher Fourier de Jung, le psychanalyste Jung. Alors là, moi, je suis pas un spécialiste de la psychanalyse. J'ai globalement compris que Freud avait plutôt une définition de l'inconscient qui était le résultat de pulsions refoulées à caractère sexuel, donc relativement, associable et qui avait besoin de se frotter à la réalité, à la socialisation pour fabriquer un comportement social, hein, mais que l'inconscient renfermait des pulsions dangereuses ou immaîtrisées, alors que pour Jung, c'est pas du tout ça. Alors au départ, il est freudien, et puis il se détache de Freud, et pour lui, l'inconscient, c'est un réservoir de forces créatrices et intégratrices. Il a une vision beaucoup plus positive de la psychologie humaine que Freud. Alors, il n'y a pas eu d'influence, puisque Jung est postérieur à Fourier, donc c'est clair qu'on ne peut pas dire que Fourier a été influencé par Jung. Mais quand on lit Jung, on peut imaginer que Fourier déjà aurait accepté cette conception de la psychologie humaine. En fait, c'est une confiance dans la spontanéité des désirs humains. Et là, il y a quelque chose de très rousseauiste dans Fourier. C'est l'homme est bon, et vous allez le voir, je vais vous le montrer, parce qu'on va les mettre dans des bonnes conditions et ça va bien se passer. Donc l'homme n'est pas un mauvais qui va vouloir accaparer, qui va vouloir dominer, qui va vouloir détruire l'autre. Si on met l'homme dans des bonnes conditions, on a quelque chose de positif. Pourquoi pas? Moi je dis peut-être que Fourier a raison. En tout cas, toute la pédagogie va dans ce sens. On met l'enfant dans des bonnes situations d'apprentissage pour essayer d'obtenir le meilleur comportement possible. On peut trouver chez Jung une ressemblance avec Fourier et penser que Fourier, par son humanisme passionnel, est un peu une résurgence du rousseauisme. Parce que quand Rousseau dit « l'homme est né bon, la société l'a rendu mauvais », on peut imaginer que si on dit à Jean-Jacques Rousseau « oui, mais alors si on remet l'homme dans un contexte positif, on va retrouver la bonté originelle ». Je ne sais pas. Là, je m'aventure dans un terrain philosophique, mais enfin, c'est un petit peu pour caractériser les convictions de Fourier. Voilà. Là, on a donc deux utopistes, Saint-Simon et Fourier, qui demandent une interprétation importante pour comprendre le mécanisme de leur pensée. Beaucoup plus terre à terre vont être Blanqui et Barbès, bien que très différents l'un de l'autre. Donc Blanqui, on vient d'en parler, c'est l'homme de l'insurrection du 11 et du 12 mai 1839. C'est l'homme qui jette dans la rue les 1000 militants qu'il a formés pour renverser la monarchie de Juillet. Alors, Blanqui, 1805-1881, c'est vraiment l'homme du 19e siècle. C'est un homme du peuple. C'est un autodidacte, mais au départ, c'est un ouvrier. Alors là, on a deux portraits de Blanqui. Vous voyez à quel point il est différent, jeune de vieux. Mais c'est la même expression. Un visage un peu fermé, un peu agressif, extrêmement déterminé. On a
la même expression, très intériorisée certainement. Alors, ce qui est étonnant chez Blanqui, c'est avant Marx, il invente le concept de lutte des classes. Parce que Marx va théoriser ce concept un peu plus tard, mais Blanqui dira, lorsqu'il passe au tribunal avant l'insurrection de 39, en 1832, il est déjà jugé, il a fait 8 mois de prison pour ça, à la suite des émeutes on a vu lors de l'enterrement du général Lamarque, les républicains, donc sous la monarchie de Juillet, avaient déjà manifesté dans la rue, Blanqui avait été arrêté, et à son procès, il a dit, oui messieurs, c'est la guerre entre les riches et les pauvres. Les riches l'ont voulu ainsi. C'est donc la définition de la lutte des classes. Voilà, Blanqui dit, oui, il y a une guerre entre les riches et les pauvres. Mais c'est pas les pauvres qui l'ont voulu, c'est les riches. Donc il parle de l'exploitation, des abus et de tout ce qu'on peut imaginer à l'époque. Blanqui, certainement, est le fils spirituel de Gracchus Babeuf. Alors j'ai parlé de Gracchus Babeuf pendant la Révolution française. Il fait parler de lui surtout après la mort de Robespierre. Il crée la conspiration des égaux et sous le Directoire, Babeuf, en 1796, va être guillotiné pour avoir fomenté des complots donc pour renverser le Directoire et revenir à la révolution jacobine. On est à peu près avec Blanqui dans la filiation de Gracchus Babeuf. Alors Gracchus, c'est intéressant, c'est un nom qu'il s'est donné, ça vient des Gracques. Les Gracques étaient des généraux romains, 2 frères, qui avaient 10 ans d'écart, et qui ont voulu, alors c'était sous la République romaine avant l'Empire, qui ont voulu créer une république de plébéiens, et non pas de patriciens. Ils se sont donc opposés au Sénat romain, qui était, lui, une assemblée de privilégiés, les sénateurs, je parle avant l'Empire. Les Gracques ont été discrédités et éliminés par par un complot de sénateurs romains pour être, disqualifiés aux yeux du peuple. Il laisse le souvenir de généraux, de dirigeants qui ont vraiment essayé d'émanciper le peuple. Et c'est pour cela que Gracchus Babeuf, qui avait un autre nom au départ, a pris le prénom de Gracchus, le surnom de Gracchus. C'était en hommage aux Gracques. Donc avec Blanqui, on est dans la même filiation. Nous représentons l'insurrection populaire et nous n'allons faire aucune concession à ce sujet. D'ailleurs, Blanqui est contre le suffrage universel, il rejette même l'idée des élections. Lui, c'est un insurrectionnel. Voilà. Il fonctionne comme ça. Alors, et ce qui est intéressant, c'est qu'il considère que le peuple ignorant ne peut être sauvé que par une minorité éclairée et agissante. Alors ça, c'est doublement intéressant parce que d'abord, ça rappelle tout à fait ce que pensait Robespierre. Robespierre quitte les parlementaires dont il ne reconnaît pas la légitimité politique, contrairement à l'abbé Sieyès qui disait « nous sommes la représentation populaire ». Robespierre dit « non, vous ne représentez pas le peuple, moi je représente le peuple avec les sections de sans-culottes au sein de la commune insurrectionnelle ». On a déjà l'idée qu'une minorité éclairée et agissante va être plus légitime qu'une assemblée d'élus. Et là, on voit qu'à quel point la gauche va se séparer entre des légitimistes élus au suffrage universel ou non, mais enfin élus, et une minorité qui refuse le scrutin parce que le peuple n'est pas suffisamment éclairé et est trop ignorant pour décider lui-même de son destin. Donc, on a une séparation là quand même qui est importante. Blanqui est partisan de cette minorité éclairée et agissante. En amont de lui, on peut penser à Robespierre, mais en aval, c'est Lénine. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que quand Lénine crée le parti bolchevique, avant la révolution de 1917, il crée cette minorité éclairée et agissante qui est chargée d'éclairer le peuple russe. C'est le Politburo. Alors après, ça va devenir le Politburo, tout à fait, et le Parti communiste de l'Union soviétique. Au départ, c'est le parti bolchevique. Voilà. Donc on est vraiment dans cette idée, la minorité éclairée va guider le peuple. Idée du guide. Voilà. Blanqui est tout à fait dans cette lignée. On va en reparler quand on va parler de la révolution russe, bien sûr. Si on revient à mai 39, bon, il est capturé le matin même du 12, donc il va faire de la prison. Au procès, il va se fâcher avec Barbès. Il écrira un livre à la fin de sa vie en 1880, donc un an avant sa mort, qui s'appelle « Ni Dieu ni Maître ». Et ce livre a fait qu'on l'a pris longtemps pour un précurseur des anarchistes. En fait, c'est entièrement faux. Il n'a rien d'un anarchiste, Blanqui. Il a la violence. C'est un homme violent.
des anarchistes ont été violents, puisque certains ont organisé des attentats. Mais il est anticlérical, autoritaire et jacobin. Il est pour un État centralisé, il n'est pas du tout pour une absence d'État. On ne peut pas dire du tout que Blanqui est un précurseur de l'anarchisme, il est tout à fait léniniste, il est beaucoup plus proche de Lénine que de Proudhon. On va parler de Proudhon. Je pourrais en parler maintenant parce qu'il existe déjà. Mais Proudhon, il est intéressant d'en parler quand on va faire l'histoire des internationales ouvrières, avec Bakounine, etc. On met Proudhon pour un peu plus tard. Bon, pour terminer sur Blanqui, son nom va être l'enfermé parce qu'il a passé le plus quart de son temps en prison. Et voilà, donc c'est un homme excessif qui laisse le souvenir d'un homme qui n'a jamais transigé, quoi. Voilà. Ouais. Personnage impressionnant, Blanqui. Et Armand Barbès aurait dû être son ami et son collègue, son compagnon de lutte. En fait, ils sont tellement différents l'un de l'autre qu'ils se sont fâchés. Alors Armand Barbès, c'est le contraire de Blanqui en termes de caractère. Déjà, il vient de la bourgeoisie. C'est pas un écorché vif. C'est un généreux, c'est un philosophe, c'est un utopique, c'est un poète. Il a une vision romantique de la gauche républicaine. C'est un militant éloquent, idéaliste, sentimental, un homme d'honneur et de panache. Son surnom a été le chevalier Bayard de la démocratie. Donc c'est un peu rigolo, parce que c'était aussi bien ses adversaires que ses amis qui l'appelaient comme ça, donc par dérision, mais ça pouvait être aussi par admiration, parce que c'était tout à fait ça. Il était dans le panache, Barbès. Donc il représente un socialisme moral et sentimental que personnellement j'associe à Jean Jaurès. Moi je vois dans Barbès un précurseur de Jean Jaurès, qui était aussi dans cette sorte de générosité, ce sentiment qui faisait passer l'homme peut-être avant comment dire, l'idéologie. Chez Jean Jaurès, il y a beaucoup d'humanisme. Alors Barbès supporte mal la discipline et la froide autorité de Blanqui, c'est pour ça qu'ils ne s'entendent pas. Le soir de l'insurrection, il n'est pas averti par Blanqui. Il apprend que les Parisiens sont dans la rue, donc il descend, il prend le commandement d'un petit groupe, il fait ce qu'il peut, il se fait arrêter, et il dira que l'insurrection a été déclenchée alors qu'il ne la voulait pas. Ça n'empêchera pas d'être condamné à mort quand même, hein. Donc la justice à l'époque, il est incarcéré, il est libéré en 48 et à nouveau incarcéré en 49. Ensuite, c'est Napoléon III qui va le libérer en 54 et Blanqui va s'exiler. Barbès va s'exiler pour quitter la France. Il va s'exiler aux Pays-Bas à l'âge de 45 ans. Donc voilà un homme qui a incarné la générosité d'un socialisme primitif, je dirais, mais qui n'a pas eu de conséquences politiques sur le destin du pays. À un demi-siècle de distance, Barbès et Jaurès partagent le même idéal d'une république morale, fraternelle et désintéressée. Barbès, romantique et sacrificiel, n'avait pas les outils théoriques de Jaurès, mais il en possédait l'intuition éthique. On peut dire sans exagération qu'il n'aurait pas renié la grande synthèse républicaine et sociale du tribun socialiste. On va voir que Jaurès, avec sa synthèse jaurétienne, va essayer d'unir la gauche au début du XXe siècle, et que bien sûr il ne va pas y arriver. Son assassinat en 1814 mettra fin à son destin. Voilà. Alors, Louis-Philippe se retrouve bien embêté parce qu'il ne sait toujours pas comment faire gouverner la France. Finalement, il se retourne vers Soult et Guizot, qui sont les deux hommes qui lui sont restés fidèles. Alors, il se méfie de Guizot parce qu'il sait à quel point Guizot est un homme rigide et exigeant. Soult, c'est différent. C'est un militaire qui est assez obéissant. Guizot, c'est un tempérament beaucoup plus difficile à manier. C'est Soult qui sera Premier ministre, mais c'est Guizot qui sera aux Affaires étrangères et c'est lui qui va impacter la politique du ministère Soult. Mais ça ne fonctionne pas, on va parler d'immobilisme, donc Guizot va revenir, mais plus tard. Là, dans un premier temps, ça ne fonctionne pas. Le choix de Louis-Philippe s'avère inopérant. Finalement, Thiers se repositionne habilement comme ultime alternative modérée entre le royalisme de Guizot et la République. Et Louis-Philippe ne va pas avoir d'autre alternative que de faire encore appel à Thiers le 1er mars 1840, dans l'espoir que Thiers parvienne à rallier le centre-gauche et calme un peu les velléités révolutionnaires des libéraux et des républicains. Bon. Ce sera la dernière tentative du parti du mouvement
d'infléchir la politique de Louis-Philippe. Mais moi, je vois mal ce que, sur le fond, Thiers a apporté de plus en termes de politique. Il a l'étiquette d'un libéral, mais en termes de réforme, on verra que en fait, la réforme que Thiers va amener est éminemment symbolique. Parce qu'une fois que Thiers est à nouveau Premier ministre, le 1er mars 1840, ça va pas durer longtemps, parce que mars-octobre, ça dure 6 mois, Thiers propose une idée à Louis-Philippe, faire revenir en France les cendres de l'empereur, de Napoléon. Parce que on se souvient que Thiers, dans sa politique coloniale, avait le souci de la grandeur de la France. Pour lui, le retour des cendres de Napoléon, qui était toujours à Sainte-Hélène à cette époque-là, finalement, c'est un symbole qui fera plaisir au peuple, parce que le peuple est nostalgique de grandeur. Et donc, il souffle à Louis-Philippe l'idée de dire, faites revenir Napoléon, enfin les restes de Napoléon en France. Et vous verrez, ça va plaire au peuple. Donc, vous voyez, c'est symbolique. C'est pas une réforme politique, c'est une idée de communicant, peut-être judicieuse. Finalement, Louis-Philippe et son ministre des Affaires étrangères, le comte de Rigny, interrogent très courtoisement les Britanniques. Le gouvernement du roi désire que les restes de Napoléon puissent reposer dans la patrie qu'il a illustrée, sous un monument digne de sa gloire et du peuple français. Donc, vous voyez, c'est des termes très bien élevés. Palmerston, le grand ministre des Affaires étrangères britannique, pragmatique, qui n'a pas envie de déplaire à la France, finalement répond: Sa Majesté britannique, animée des sentiments d'amitié qui unissent les deux pays, consent à ce que les cendres de l'empereur Napoléon soient remis à la France. C'est bon débarras, parce qu'il se fichait pas mal que ça reste à Sainte-Hélène. Alors c'est le fils de Louis-Philippe, le prince de Joinville, qui est capitaine de vaisseau, qui part avec la belle poule, il part de France jusqu'à Sainte-Hélène, et il arrive à Sainte-Hélène le 15 octobre, donc il y a 2 mois de traversée, 1840, c'est 25 ans jour pour jour. L'empereur est arrivé à Sainte-Hélène le 15 octobre de quelle année? 1815. Jacques, un bon point pour Jacques. Je montre à la caméra, un bon point pour Jacques. Voilà. Il est arrivé le 15 octobre, pourtant il était absent 2 fois, Jacques, hein, oui, mais il a révisé à la maison. Le 15 octobre 1815, et donc 25 ans jour pour jour, c'est le prince de Joinville qui vient récupérer les cendres de l'empereur. Encore 2 mois de retour, et le 15 décembre 1840, c'est l'arrivée triomphale des cendres de Napoléon à Paris. On dit les cendres, mais c'était les restes funéraires, hein, parce qu'en fait, il n'a pas été incinéré, Napoléon. 500 000 personnes, ça on l'avait vu à la fin de l'Empire, etc., donc je n'y reviens pas. 500 000 personnes suivent le cercueil qui va de l'Arc de Triomphe aux Invalides. Le coup politique de Thiers est bien réussi, c'est-à-dire le peuple de Paris est content que la monarchie de Juillet fasse revenir l'empereur en France. C'est l'occasion de dire un petit mot sur le Panthéon et les Invalides. On pourrait se dire, mais pourquoi on n'a pas mis Napoléon au Panthéon et pourquoi on l'a mis aux Invalides? Alors bon, la réponse est rapide, hein. On pourrait dire que finalement, le Panthéon c'est pour les hommes civils et les Invalides c'est pour, les Invalides c'est pour les militaires. C'est un peu vrai, mais il y a quand même d'autres différences. Le Panthéon était au départ une basilique royale qui avait été commandée par Louis XV. Après l'achèvement des travaux, le bâtiment a été transformé en temple laïque au moment de la Révolution, et c'est sous la Révolution qu'on a fait graver l'inscription « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Bon. À ce moment-là, le Panthéon a accueilli ses premiers grands hommes, Voltaire, Rousseau, Mirabeau. Ensuite, le Panthéon redevient, avec la royauté, un sanctuaire catholique. Il était donc un peu délicat d'y mettre Napoléon, qui n'était pas un grand ami de la monarchie royale. Donc, il était plus judicieux de le mettre aux Invalides, car les Invalides, le nom exact c'est Hôtel des Invalides, a été fondé pour être un sanctuaire à la gloire militaire. Ça a d'abord accueilli des soldats en tant qu'hôpital militaire, les soldats qui avaient versé leur sang pour le roi, donc ça remonte à Louis XIV. Les Invalides incarnaient la reconnaissance du roi vis-à-vis de ces soldats qui avaient versé le sang pour le royaume. Ensuite, les Invalides sont devenus un hôpital militaire et c'est en quelque sorte le panthéon militaire de la France. Donc il était quand même logique que Napoléon arrive aux Invalides. Ici, je vous ai mis une photo des 2 grands bâtiments. Voilà, le Panthéon et les Invalides.
Au Panthéon, on a par exemple, alors il y a quand même un militaire, c'est Carnot. Carnot, qui était général et qui était l'organisateur de la victoire sur la Révolution, est au Panthéon. Et puis ensuite, Hugo, Zola, Jaurès, Gambetta, Ferry, bon, les grands Malraux, hein, Malraux, Moulin, Badinter, le plus récent, c'est Robert Badinter, hein, tout de même, voilà. Et puis des femmes aussi, hein, Marie Curie, Simone Veil, Joséphine Baker. Oui. Alors, ouais, Condorcet, peut-être que j'ai oublié, ouais, j'ai oublié dans l'évocation. Et aux Invalides, on a Turenne, Vauban, Ney, Foch, Dioté, Leclerc, et à partir de 1840, Napoléon. Là, j'ai parlé de la politique intérieure de Thiers qui finalement se résume au rapatriement de l'empereur. Nous allons passer à la politique extérieure maintenant d'Adolphe Thiers qui est beaucoup plus aventureuse et pleine d'événements, c'est la question d'Orient. Et vous allez voir qu'il y a une grande carte tout à l'heure, parce que la question d'Orient, je l'ai un peu développée, parce qu'elle est très intéressante pour analyser les tensions diplomatiques de l'Europe à l'époque, et c'est le premier événement européen important après le congrès de Vienne de 1814. La question d'Orient qui émerge en 1840, donc c'est quand même 26 ans plus tard. Et elle provoque un incroyable renversement d'alliance entre les Français, les Anglais, les Russes et les Ottomans. Donc c'est intéressant à étudier. Pour cette question d'Orient, il faut d'abord un petit rappel pour la resituer. On se souvient que l'Empire ottoman était en décadence depuis déjà pas mal de temps, avec la pression aux frontières de l'Empire russe, la corruption des dignitaires, il y avait des retards technologiques importants. L'Empire ottoman c'était plus l'empire de Soliman le Magnifique. Hein. Il subissait des amputations territoriales. Il y avait quand même pas mal de petits peuples qui réclamaient leur indépendance. On va dire qu'ils se morcellent et qu'il est dans une phase d'affaiblissement. Les signes les plus récents de ce déclin étaient surtout la domination de l'Europe. En 1827, la fameuse défaite navale de Navarin, où la coalition des flottes françaises, anglaises et russes ont détruit la flotte ottomane qui était au mouillage dans l'anse de Navarin. Ça, on l'avait vu en détail. Et ensuite, en 29, 2 ans plus tard, fort de cette victoire navale, les Russes attaquent l'Empire ottoman au nord de la Grèce et au traité d'Andrinople, les Ottomans capitulent et acceptent l'indépendance de la Grèce. Mais ce qui intéressait les Russes, c'était l'ouverture des détroits du Bosphore et des Dardanelles. Parce que les Russes voulaient absolument, à des fins commerciales, c'est important, les fins commerciales, c'était pas pour l'instant des fins militaires, avoir accès à la Méditerranée et au commerce du Sud. Après le traité d'Andrinople, l'Égypte réclame des comptes à l'Empire ottoman. Pourquoi l'Égypte? Parce qu'on avait vu que le sultan ottoman Mahmoud II avait demandé au pacha d'Égypte, Mehemet Ali, de venir l'aider militairement pour lutter contre les Européens. Mehemet Ali avait envoyé sa flotte, et à la bataille de Navarin, c'est beaucoup de navires égyptiens qui ont été coulés. Il a quand même beaucoup perdu. Il demande des compensations, et alors il demande tout simplement la Syrie, ce qui était un énorme morceau. Hein, la Syrie, c'était le carrefour du monde arabe, du monde musulman, plus musulman qu'arabe d'ailleurs, parce qu'en haut c'était plutôt les Perses et les Turcs que les Arabes. Donc c'était le carrefour du monde musulman, la route vers l'Orient. C'était un énorme morceau que finalement le sultan promet d'abord et refuse ensuite. Le pacha d'Égypte décide alors, Mehemet Ali, vexé, qui a perdu sa flotte pour rien, décide de prendre la Syrie par les armes. Donc la question d'Orient, c'est au départ une rébellion de Mehemet Ali, qui est un vassal de l'Empire ottoman, donc de Mahmoud II, contre son seigneur, contre l'Empire ottoman. Il y a une première guerre syro-turque. Alors syro, c'est parce que ça se passe en Syrie, mais ce sont les Égyptiens qui attaquent les Turcs en 1831 à 1832. C'est le fils du pacha d'Égypte, Ibrahim Pacha, donc c'est le fils de Mehemet Ali, hein, qui envahit la Palestine et la Syrie, qui détruit l'armée ottomane à Konya. Alors Konya, c'est une petite ville, tout à l'heure on va le voir dans la carte. Le fils du pacha s'avance à 200 km de Constantinople, ce qui était extrêmement, c'était du jamais vu. Jamais l'Empire ottoman n'avait été menacé à ce point. À telle enseigne que ça inquiète finalement les Russes, parce qu'ils se disent jusqu'où vont aller les Égyptiens. Parce que finalement, les Russes s'entendaient
assez bien avec les Ottomans. Ils avaient eu le traité d'Andrinople, qui était un traité de coexistence, on va dire, hein, d'une alliance réciproque. Ils n'avaient pas envie, les Russes, de voir s'effondrer l'Empire ottoman. Alors ça, c'est ce que pense Nicolas Ier, dont on va parler, le tsar de Russie, parce que j'en ai pas encore parlé de Nicolas Ier. Mais avant même cette réflexion, Mahmoud II, le sultan ottoman, désespéré de voir que les Égyptiens vont venir envahir Constantinople, demande l'assistance des Russes, parce que les Russes, qui étaient pourtant l'ennemi héréditaire de l'Empire ottoman, étaient devenus alliés grâce au traité d'Andrinople. On prévoyait une assistance réciproque entre les deux pays. Et du coup, il se retourne vers son allié récent en disant, voyez ce que font les Égyptiens, est-ce que vous pouvez intervenir? Et cette demande arrive à ce fameux tsar Nicolas Ier, Romanov, voilà, le frère cadet de Alexandre Ier. Parce que chez les Russes, c'était pas comme chez nous, la monarchie n'était pas de père en fils. Chez les Russes, c'est différent. Les Russes, l'aristocratie russe choisit ses souverains. Ça se passe un peu comme ça. Catherine II de Russie, par exemple, considérait que son fils Paul Ier n'était pas un bon tsar. C'est elle qui a fait en sorte que ce soit le petit-fils Alexandre Ier qui devienne tsar de Russie. Elle y est arrivée. Et là, donc, Catherine II, maintenant, est décédée. Le successeur d'Alexandre Ier va être Nicolas Ier, qui est son frère cadet, et non pas le fils d'Alexandre Ier. Voilà. Alors, ce Nicolas Ier, tsar de Russie, c'est donc un Romanov, c'est un souverain qui a une belle apparence, grand, rigide, militaire, très sanglé, très martial. Il affiche de grandes ambitions, orthodoxie, autocratie, nationalité, la slavitude, l'âme russe, etc. Il est très ambitieux en parole. On verra que dans les faits, il va être quand même assez capable de négociations et de concessions. Bon, il se considère comme le gardien de l'ordre européen issu du Congrès de Vienne. On est toujours dans la succession du Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne établit un ordre dynastique en Europe, pour la Prusse, l'Autriche, la France, la Russie, et il ne s'agit pas d'y déroger. Et même l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, finalement, c'est une dynastie, on ne change rien. C'est l'équilibre dynastique du Congrès de Vienne. C'est comme ça qu'il faut penser le Congrès de Vienne de 1814. Les Anglais voient même en lui, ils sont un peu inquiets, les Anglais, hein, parce qu'ils voient même en lui un nouveau Napoléon. Ils trouvent qu'il a trop d'ambition, et jusqu'où s'arrêtera-t-il, comme on dit aujourd'hui, hein. En tout cas, il abonde immédiatement pour faire plaisir à son collègue, à son allié Mahmoud II, pour venir l'aider, pour lutter contre les Égyptiens. Mehmed Ali, le pacha d'Égypte, était au départ un soldat albanais, qui a pris le pouvoir, qui est devenu maître de l'Égypte en 1805, parce que c'est un aventurier qui a réussi dans ses tentatives de s'accaparer le pouvoir. Il profite du départ de Bonaparte, qui est donc quitté l'Égypte en 1799, à peu près, août 99, pour faire fonder le consulat en France. Il conserve, Mehmed Ali, le modèle français, et il veut absolument moderniser l'Égypte. Alors ça veut dire irrigation, ingénieur, construction, hein, ça veut dire beaucoup de choses. Il a beaucoup d'ambition pour moderniser l'Égypte, et il a envie que l'Égypte, il a un petit peu une nostalgie pharaonique, je dirais, il a envie que l'Égypte rayonne à nouveau dans sa sphère d'influence, la Méditerranée orientale. Il est extrêmement cruel et machiavélique. Par exemple, pour consolider son pouvoir, il va massacrer les chefs mamelouks au Caire en 1811. Parce qu'ils ne sont pas originaires d'Égypte, les mamelouks. Ce pas des Égyptiens d'origine. Mais Mehmed Ali les considère comme des rivaux. Alors il va les inviter au Caire et il va les faire massacrer après le repas. Ouais, donc, pour vous situer le personnage, il veut arracher l'Égypte à la tutelle ottomane. Ce qui le gêne après s'être débarrassé des Mamelouks, c'est que les Ottomans, ça reste quand même les patrons. Lui n'est qu'un vassal de l'Empire ottoman, même s'il a une autonomie, etc. Bon, ça le gêne beaucoup. Il commence par faire des conquêtes au nom du sultan ottoman, mais en réalité, les conquêtes qu'il fait vont renforcer son pouvoir personnel. Il va d'abord combattre les Wahhabites en Arabie, parce que les Wahhabites, c'est une secte rigoriste qui avait accaparé les lieux saints de l'islam, et ça empoisonnait les musulmans, parce que bon, ils remettaient tout en question, les Wahhabites, alors que la Mecque appartient à l'Empire ottoman, hein.
Enfin, c'est lui qui va militairement régler les problèmes sur place, au profit du sultan. Ensuite, il se lance plus au sud à la conquête du Soudan. Le Soudan, c'est au sud de l'Égypte, c'est vers les sources du Nil, parce que le Soudan avait cette réputation d'être un pays où on trouvait de l'or, des esclaves et des soldats. Il y avait une mystique, un mystère soudanais. C'était un pays qui suscitait des convoitises, le Sud-Soudan et les sources du Nil. Parce que les sources du Nil, c'est le lac Victoria, hein, donc c'est une région de l'Afrique quand même d'abord très spectaculaire et très mystérieuse. En réalité, Méhémet Ali, par ses campagnes, renforce son pouvoir personnel, militaire et économique, en disant qu'il fait des campagnes au profit de l'Empire ottoman. Bon. Et c'est à Navarin que le bas blesse, parce que là, il engage sa flotte, la flotte est perdue, et il ne peut pas, il est perdant, il demande des compensations que le sultan lui refuse, et c'est comme ça qu'on va arriver à la guerre de l'Égypte contre l'Empire ottoman, qui va être la guerre de Syrie, parce qu'en fait, ça va se passer en Syrie, la guerre. En février 1833, les Russes prennent l'initiative d'arriver à Constantinople avec l'armée. Hein. Mais officiellement, c'est pour défendre la ville. Ils prennent possession de la capitale, ils s'installent sur les quais, sur les rives du Bosphore, au centre de Constantinople, avec l'approbation de Mahmoud II, mais qui ne peut rien faire d'autre que d'accepter, par protection, la force russe. C'est quand même une humiliation pour les Ottomans de voir arriver les Russes en pleine capitale comme ça, mais bon, comme le danger est égyptien, ils font de contre mauvaise fortune bon cœur. Pour protéger la capitale contre Ibrahim Pacha. Ils s'installent sur les rives du Bosphore. Je vous ai fait ici une petite, ça vous le lirez, une petite histoire de pourquoi on appelle ça le Bosphore. Le Bosphore qui à l'origine veut dire le passage de la vache, et vous lirez pourquoi, c'est rigolo, mais ça nous ramène à l'Antiquité, donc ça n'a pas beaucoup de lien avec la période actuelle. Alors, quand même, Méhémet Ali, de voir arriver l'armée russe, il dit bon, ben, je vais quand même négocier parce que il n'a pas envie d'affronter les Russes. Il pense que ça va être difficile. Un traité de paix va être signé à Koutaya. On va voir que c'est donc une ville d'Anatolie. Non, pardon, oui, d'Anatolie, parce qu'ils sont presque à Constantinople, là, donc c'est en Anatolie déjà. Et à cette paix de Koutaya, alors là, c'est étonnant, parce qu'on se rend compte que Nicolas Ier, ce qui l'intéresse, c'est le passage des détroits, Bosphore et Dardanelles. Et il se fiche éperdument que les Égyptiens soient en Syrie ou non. Il s'en fiche, lui. Donc il ne va pas négocier, il va négocier pour son compte à lui, mais pas en faveur des Ottomans. Il va forcer plus ou moins le sultan à accepter une paix, tout en accordant la Syrie et la Crète aux Égyptiens. Or, l'origine de la guerre, c'était que le sultan ne voulait pas perdre la Syrie. Donc, Nicolas Ier, par calcul ou par négligence, je ne sais pas trop, fait signer une mauvaise paix qui va déboucher sur une nouvelle guerre. Voyez, la paix de Koutaya ne règle rien. Il aurait dû dire à Méhémet Ali, bon, maintenant, vous rendez la Syrie, vous retournez chez vous. Il ne le fait pas. Bon, la paix est signée, mais un gros ressentiment anime les Ottomans qui finalement ont perdu une partie importante de leur empire, et ça va, c'est une paix trompeuse, hein, car à l'exception des Russes, personne n'est satisfait. Les Russes, ils ont les détroits, ils sont contents, mais le reste, les Ottomans sont vexés, frustrés, et les Européens s'inquiètent, parce qu'on va voir que, alors le Pacha, lui, il n'est pas très content, Méhémet Ali, parce qu'il voulait son indépendance, il l'a pas obtenu. Il reste le vassal du sultan. Bon, ça ne lui plaît pas trop, même si c'est une vassalité plus théorique que réelle. Mais le plus important, c'est que les puissances européennes ici ne sont pas satisfaites, s'inquiètent beaucoup de la montée en puissance de la Russie et vont réagir. Voilà. Cette paix de Koutaya est une paix qui ne règle rien, et de fait, très vite, alors pas très vite, mais quelques années plus tard, Mahmoud II renvoie une armée pour combattre les troupes égyptiennes. Il y a un nouvel affrontement à Nézib, c'est toujours en Anatolie, mais c'est plus au sud. Et là, encore une fois, l'armée ottomane est vaincue par l'armée égyptienne. Et en même temps, alors là c'était le 24 juin, vous voyez, en même temps, le 1er juillet, le sultan meurt. On est en 1839. Bon. Et le sultan mourant,
l'Empire ottoman est au bord de l'effondrement. Et ça inquiète beaucoup les puissances européennes qui ne veulent pas une déstabilisation de tout l'Orient, de toute l'Europe orientale. Et Mehmet Ali est au fait de sa puissance, parce que finalement, il assume une deuxième guerre qu'il gagne. Et là, c'est là que l'Europe va être obligée d'intervenir, parce que le tsar n'a pas été capable de signer une paix durable, on va dire, et n'a pas réglé la crise orientale. Et c'est là qu'on va voir que finalement le tsar va se raviser, il va se ranger du côté européen. Vous voyez, c'est pour ça qu'il navigue un peu finalement, ce Nicolas Ier. Moi, je pense qu'il n'a pas été très intelligent sur ce coup-là. Mais bon, ça n'a pas de conséquences importantes, si ce n'est pour la France. Oui, on va y arriver, parce que je ne perds pas le fil. Mais enfin, c'est vrai, il faut faire un détour. Alors, il est bon à ce niveau de s'interroger sur quels étaient les intérêts respectifs des pays d'Europe. Parce que là, je dis que l'Europe va intervenir, mais que pensaient ces pays-là? Alors là, je fais sous forme de tableau, parce que sinon, c'est la forme la plus facile pour avoir la synthèse à peu près de ce que veulent les différents pays européens. Alors, la France d'Adolphe Thiers, ici. Elle est avide de restauration de la grandeur nationale. Ça, c'est le peuple de Thiers, c'est retrouver la grandeur nationale. Pour Thiers, qui avait déjà approuvé la conquête de l'Algérie, Thiers se dit, mais finalement, on serait très bien en Égypte, comme conseiller technique, la France serait implantée en Égypte, on envoie tous nos cadres, nos ingénieurs, nos militaires, etc. On fait de l'Égypte un grand pays allié et on rayonne sur toute la Méditerranée orientale et on dame le pion aux Anglais. Thiers, c'était sa politique de dire « nous, on est les alliés des Égyptiens et on va continuer à défendre les intérêts d'Égypte ». En cela, Thiers se sépare de tout le reste de l'Europe. Mais Thiers se dit une chose, il se dit « les Anglais et les Russes ne se mettront jamais d'accord parce que les Russes veulent les détroits, les Anglais ne veulent pas que les Russes aient les détroits, donc ils vont jamais se mettre d'accord. Et nous, on va tirer notre épingle du jeu, nous, on va aller du côté des Égyptiens. » C'était un bon calcul. Moi, peut-être que sa place, j'aurais dit la même chose. On pouvait penser que la France avait intérêt à se lier à l'Égypte, car l'Angleterre et la Russie ne seraient jamais d'accord. Et en fait, c'est le contraire qui va se passer. Donc, on va être totalement perdant. La Grande-Bretagne, elle, c'est pareil, elle a toujours les mêmes idées, c'est Palmerston, le grand ministre des Affaires étrangères britannique, sécuriser la route des Indes, donc la paix et le passage des voies maritimes. On n'est pas encore dans le canal de Suez, mais ça va arriver avec le Second Empire. Le Second Empire. Les Anglais ne veulent pas que Mehmet Ali ait trop d'influence et soit trop soutenu par la France, donc ils s'inquiètent de la position de la France au Moyen-Orient, et ils surveillent la France, les Anglais, mais ils surveillent aussi la Russie. Et effectivement, les Anglais sont inquiets des velléités russes en Méditerranée orientale. Pour l'Angleterre, il y a un danger bonapartiste qui émerge avec Thiers, mais aussi avec Nicolas Ier. Donc les Anglais surveillent à la fois la France et la Russie. L'Autriche, elle, est fidèle à son... L'Autriche, c'est toujours Metternich. Statu quo pour les dynasties régnantes donc en Europe, on ne touche pas à l'Empire ottoman. Les Autrichiens sont des alliés de l'Empire ottoman, d'autant qu'ils convoitent quelques régions aussi au nord, vers la Grèce, là-bas. Ils s'accommodent d'un Empire ottoman faible, mais stable. La Prusse n'a aucun intérêt. La Prusse regarde la Baltique, là-bas. Et donc la Méditerranée orientale, c'est pas du tout leur problème, mais ils sont allés sur Metternich. Et donc la Prusse fait ce que demande c'est Bülow, le ministre des Affaires étrangères prussien. Vous vous en souvenez, il a fait la campagne de France contre Napoléon, il venait du nord avec Blücher, Bülow, il y avait, il me semble aussi, le Suédois Bernadotte qui était avec eux. Bon, Bülow, maintenant ministre des Affaires étrangères, il est aligné sur Metternich, il suit la politique de Metternich. Il reste la Russie. Alors la Russie voudrait effectivement l'accès au détroit pour sa flotte commerciale et militaire, parce que la flotte commerciale, il l'avait déjà. C'est l'intérêt militaire maintenant qui intéresse les Russes, vous voyez. Et c'est ça qui va poser problème. En plus, le tsar se veut protecteur des chrétiens en Orient, parce qu'il y en a beaucoup. Mais ce qui est important, alors...
ce que je n'ai pas dit, c'est que Nicolas Ier méprise profondément la monarchie de Juillet et Louis-Philippe. Lui, c'est un absolutiste. Il ne comprend pas que Louis-Philippe a accepté une constitution. Il ne comprend pas que la France soit une monarchie constitutionnelle. Lui, c'est le pouvoir absolu. Donc, il a un mépris pour les Français important. Mais il ne veut pas rompre avec l'Europe. Il est quand même conscient que c'est quand même le Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne, ça veut dire que l'Europe, Autriche, Prusse et Russie, et Angleterre, c'est 4 alliés. Ils ne peuvent pas se séparer. Là, ça va quand même l'obliger à négocier et à adoucir finalement sa position à propos de la crise d'Orient. Alors, en toute logique, le danger russe au détroit devrait alerter l'Angleterre. Et oui, parce que les Anglais, eux, veulent rester maîtres de la Méditerranée. Palmerston ne veut pas affronter la Russie. Il préfère l'encadrer, la neutraliser. Ça, c'est la politique de Palmerston. Il a un objectif diplomatique. Il ne veut pas utiliser les moyens militaires. Enfin, il est très prudent. Nicolas Ier veut se racheter après son coup de force de 1833, parce que quand même, là, il a fait ça sans rien demander à personne. Le danger français incarné par Thiers incite les Russes et les Anglais à se mettre d'accord. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont finir par se mettre d'accord entre eux, les Russes et les Anglais, aux dépens de la France. En cela, Thiers se trompe. Il croyait qu'une entente entre la Russie et l'Angleterre serait impossible, et cette entente va arriver. C'est un accord international qui va être proposé par l'Angleterre. Alors, avant de venir sur cet accord-là, le traité de Londres, on revoit un peu la carte de ce que je viens de vous dire, parce que sans la carte, vous savez que c'est pas évident à comprendre. Alors, si on reprend cette carte de la Méditerranée, bon, là on a l'Algérie, donc là c'est l'Afrique, hein, on a l'Algérie qui depuis 1830 est française, colonie française. On va parler tout à l'heure de la guerre d'Algérie. Là, il y a les territoires, toute l'Afrique du Nord ici, c'est les territoires perdus par l'Empire ottoman. Il faut savoir que la Tunisie est déjà indépendante de Constantinople, alors que l'Algérie ne l'était pas, c'était une régence. Donc cette partie-là, alors la Libye, je ne sais pas, est déjà indépendante, et le sultan ici, il sait que sur sa gauche, il n'a pas des puissances dangereuses. Il est allé en 1811 et 1818, comme je l'ai dit, à la Mecque pour, combattre l'influence wahhabite. Ensuite, il revient en 1820-1822, il descend au Soudan ici pour enrichir le pays. Ça, c'est la décennie avant, les 2 décennies avant le conflit. Il aimerait bien accaparer la Grèce ici. Et lorsque son fils attaque la Constantinople, et là il faut suivre les années, 1832, la bataille de Konya, j'en ai parlé, le traité de Koutaya 1833, on peut dire qu'à ce moment-là, l'Égypte est au fait de sa puissance. Ils ont toute la partie Égypte et Soudan, ils maîtrisent les lieux saints à la Mecque, ici en Arabie Saoudite, ils ont la Crète parce qu'elle leur a été donnée par traité, et pour l'instant ils ont la Syrie, puisque Nicolas Ier leur a laissé la Syrie. Donc ils sont au fait de leur puissance. Et c'est ça qui incite Thiers à dire, bon ben, les vainqueurs c'est les Égyptiens, on va se mettre de leur côté. Thiers veut un effet d'aubaine et d'opportunité. Voilà. Les Russes, donc ici, interviennent, comme on l'a vu à Constantinople en 1933, ce qui impose la paix de Koutaya. Un aspect secondaire ici, il y a une inquiétude, vous voyez, l'Empire d'Autriche est ici, là. Là, on a le Danube. Il y a une inquiétude sur la stabilité dans les Balkans, parce que ça bouge pas mal ici, et les Autrichiens se sont inquiets. Mais bon, ça n'a pas de conséquences directes sur les accords de paix. Voilà à peu près comment... Et donc, ce pauvre Mahmoud II meurt en 1839. Alors, quand on parle de la route des Indes, vous voyez, elle est ici, la route des Indes. Hein, parce qu'il suffisait de débarquer ici, d'arriver à Suez. On descendait là, alors c'était où ça, ou passer par le sud de l'Afrique. On descendait la mer Noire, et là, l'Inde est juste à droite de l'écran. Hein. Pratiquement, en bas de la mer Rouge, on était à mi-chemin avec l'Inde. Hein. Voilà. Donc la route des Indes, c'est une réalité qui intéresse beaucoup les Anglais, bien entendu. Oui, les Anglais proposent un traité. Palmerston propose à la France une intervention collective pour sauver le sultan, enfin son fils, puisque le sultan est mort, c'est son fils Abdul Messid. Mais Thiers, qui ne croit pas qu'une alliance va être possible entre la Russie et l'Angleterre, s'y oppose. Et le traité se fait sans lui. Thiers s'isole tout seul. Il refuse une alliance dans un premier temps, et le 15 juillet 1840, un traité d'alliance se fait.
La Russie et l'Allemagne et l'Angleterre s'allient, et donc c'est un isolement de la France. Alors Thiers a beau crier à l'humiliation, on parlera de l'isolement de juillet, d'un Waterloo diplomatique, mais c'est lui qui a tort. Parce qu'au départ, il refuse d'entrer dans l'Alliance. Pour Thiers, c'est un échec assez grave. Les pays qui signent le traité, les 5 alliés, c'est Angleterre, Russie, Autriche, plus Empire ottoman. Sur la question d'Orient, Mehmet Ali obtient, alors là c'est important, il obtient une hérédité dynastique, c'est-à-dire que le souverain d'Égypte n'est plus désigné par le sultan, mais est un descendant de Mehmet Ali. Ça, c'est quand même important. Il s'assure de rester roi d'Égypte ou vice-roi d'Égypte. D'ailleurs, il va l'être jusqu'en 1952, jusqu'à Nasser. Pas lui, mais sa descendance. Voilà. Il obtient la Crète, ce qui n'est pas négligeable, mais il doit rendre la Syrie. Et il doit accepter l'intégrité de l'Empire ottoman, parce que les dynasties, les puissances européennes garantissent l'intégrité de l'Empire ottoman. Mehmet Ali accepte, mais bon, il n'a pas tout ce qu'il voulait. Les détroits sont fermés à tout navire de guerre en temps de paix, c'est-à-dire que les Russes renoncent à l'avantage qu'ils avaient en 1833 de dire nos navires de guerre passeront les détroits. Mais en revanche, les navires de guerre ne passeront pas non plus les détroits en remontant. Ça garantit la sécurité des côtes russes de la mer Noire. Et finalement, les Russes acceptent cette idée. On n'aura pas d'attaque venant du sud, nous en échange, on n'attaque pas par le nord. Nicolas Ier renonce à son obsession d'autoriser les navires de guerre à franchir les détroits, parce que finalement, la garantie de paix l'intéresse en mer Noire. C'est pour ça que les Anglais et les Russes vont tomber d'accord. On arrive à la chute du gouvernement de Thiers. Alors Thiers, en France, il apprend qu'on s'est mis d'accord sans la France, et que donc cet ordre, ce traité de paix arrive. Alors il crie à l'humiliation. En écho à Thiers, l'opinion française est prise d'un vif sentiment anti-britannique. Alors là, c'est le déferlement, alors que bon, les Anglais, on n'a pas grand-chose à leur reprocher sur cette. Voilà, les journaux parlent d'une nouvelle Valmy. Il y a des saccages, des agressions. On crie à bas les Anglais, vive Mehmet Ali, Palmerston assassin. Il y a une véritable vague anti-britannique qui submerge l'opinion publique française. La police empêche les tentatives de lynchage d'officiers britanniques, donc ça va quand même assez loin. Il n'y a pas de mort. Bon, c'est déjà pas mal à l'époque. Des navires au mouillage anglais sont menacés par la foule. On brûle des drapeaux et des effigies de Palmerston dans les rues. Bon, à Bordeaux, des touristes anglais sont jetés dans la Garonne. J'espère qu'ils savaient nager. Mais bon. Oui, ben c'est la Garonne, c'est pas le Niémen. Et alors, ça, évidemment, Louis-Philippe est fou furieux parce que lui, c'est l'homme du pas de vague. Il veut pas d'histoire. Il a une révolution parce que Thiers a crié qu'on avait trahi, etc., la France. Là, il en a vraiment assez. Il se fâche avec Thiers. Il lui dit, vous voulez la guerre, moi je veux la paix. Et le 29 octobre, Louis-Philippe décide brutalement de renvoyer Thiers et d'appeler Guizot. Là, demande l'autorisation à personne. Le roi dira, j'ai renvoyé Thiers pour éviter la guerre, j'ai pris Guizot pour avoir la paix. Les événements lui donnent raison parce que 4 jours plus tard, alors qu'il vient de renvoyer Thiers, il est en position de se remettre d'accord avec les Anglais, parce que Guizot était ambassadeur à Londres. Donc Guizot était copain avec l'Angleterre. C'était Thiers le problème. 4 jours plus tard, que font les Alliés? Ils bombardent la ville d'Acre. Le 3 novembre, la flotte anglo-autrichienne bombarde la ville d'Acre. D'ailleurs, ils envoient les boulets de canon. La ville d'Acre, c'est là où siégeait le gouverneur égyptien, qui gouvernait donc toute la Syrie. Voilà, Acre, 3 novembre 1840, vous avez une petite étoile rouge. Donc là, c'est vraiment le dernier épisode. Là, Thiers a déjà été déchu, et là, voilà, le bombardement a lieu ici. Voilà. Ce bombardement donne raison à Louis-Philippe. Les Alliés n'étaient pas prêts à... c'était sérieux, quoi. Il y avait une vraie volonté d'en finir par la porte. Donc, Mehmet Ali, privé du soutien de la France depuis le départ de Thiers, finit par renoncer à la Syrie, et c'est la fin de la question d'Orient. Voilà comment ça se termine. Donc, elle provoque la démission de Thiers, la question d'Orient, et le retour à un gouvernement de la résistance qui va être beaucoup plus proche de l'Angleterre avec Soult et Guizot, et on va aller jusqu'à l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre, mais ça on va le voir tout à l'heure, je vais vous laisser récupérer d'abord un petit peu. C'est la fin de la première partie. Voilà.